Bonjour, mon invité aujourd'hui est Jean-Louis Guigou, géographe, universitaire, fondateur de l'EPMED, un think tank qui travaille sur notamment la Méditerranée et qui vient de sortir un livre remarquable qui s'appelle « Le monde en trois verticales ». Bonjour Jean-Louis. Bonjour Hicham. Ça fait des années que vous êtes investi sur cette thématique, mais ce livre que vous venez de publier, pour quel timing, parce qu'il est extrêmement tonique en termes de traitement et d'approche. Ah, écoutez, je vous remercie. Ça fait exactement 20 ans que toute ma retraite, j'ai passé ma retraite à travailler et je suis content de travailler pour l'Afrique et pour les Méditerranéens, les pays du Sud qui ont été très maltraités par l'Europe, mais d'une façon générale. Tous les Suds ont été très maltraités. Le Sud asiatique, le Sud américain et le Sud européen, c'est-à-dire l'Afrique et la Méditerranée. Et le moment est venu, non pas de la réparation, mais de se poser la question. Le moment est venu de se dire, il faut ensemble disrupter, il faut changer de paradigme et faire des grandes régions Europe, Méditerranée, Afrique. En fait, Afrique, Méditerranée, Europe. Voilà. Alors, vous avez vraiment bien travaillé cette problématique. Vous allez nous donner votre méthode de travail. C'est-à-dire que comment vous avez pu élaborer l'approche et surtout donner cet argumentaire qui, en réalité, ça n'attend que les hommes politiques pour les mettre en pratique. Voilà. Mais écoutez, la méthode, c'est la méthode de prospective. Vous savez, il y a des gens qui s'occupent du passé, les historiens, il y a des gens qui s'occupent de la conjoncture économique, de l'actualité, les journalistes et les économistes, et puis il y a ceux qui s'occupent de l'avenir. Je fais partie de ceux qui s'occupent de l'avenir. Saint-Exupéry et puis après Pierre Massé ont eu cette belle formule, l'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Absolument. C'est-à-dire c'est au moment présent qu'on prépare l'avenir. En 1945, juste après la guerre, Robert Schuman fait sa déclaration et dit, juste après la guerre, des millions de morts avec les Allemands, il dit, il faut maintenant arrêter ces bêtises des guerres. L'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, il faut faire l'Union, la communauté européenne. Et il a fallu attendre 10 ans, 1956. Autrement dit, une idée profonde. Quand le général de Gaulle a dit « je veux l'Europe de l'Atlantique à l'Oural », vous voyez bien que ce sont des visions lointaines, des images. Mais il faut des images. Et moi, l'image que j'ai, c'est que le monde, la mondialisation des années 1980, où on en allait n'importe où, faire n'importe quoi, le moins cher possible, produire partout, piller les matières premières, tout ça, c'est fini. Mais justement, c'est-à-dire que vous avez innové à travers le choix de la mondialisation et vous déclinez la mondialisation en suivant un axe qui s'appelle la régionalisation. Expliquez-nous Voilà. l'approche. Merci. Très bonne question, monsieur Hicham. Alors, la régionalisation, tout le monde est d'accord. Tous les journalistes sont d'accord pour dire la mondialisation libérale des années 80, c'est fini. Trump met des droits de douane, ça casse de tous les côtés, des blocs. On parle de fractures, de ruptures, de blocs. Et quelques journalistes osent dire c'est la régionalisation de la mondialisation. Mais personne n'a analysé une région. Alors, expliquez-nous. Attendez, une région, c'est un ensemble de pays ou de provinces. Les provinces françaises, c'est une région. Ils ont dit, on va faire la France. Ils se sont mis ensemble. Ils ont partagé les impôts. Ils ont partagé l'armée, la sécurité. Et donc, faire aux régions, c'est plusieurs pays qui se mettent ensemble pour partager les charges et tirer des bénéfices de leur union. Or, ce que je vois, c'est que ce n'est pas la pagaille, ce n'est pas le chaos dans le monde. Il y a le chaos, il y a des guerres en Ukraine, en RDC, il y a le Soudan, oui d'accord, mais il y a des forces à l'œuvre, cachées, doucement,
qui avancent, qui sont structurés. Je vous donne un exemple. En 1945, il y a un démographe qui a dit « Ouf, il va y avoir 30, 40, 50, 60% des femmes qui vont travailler. Ouf !» Les gens ont dit « Mais vous êtes fous, il y en a à peine 2%. » Non, 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 non. C'est une tendance. La libéralisation des femmes, leur autonomisation. Et cet homme-là avait vu la tendance lourde. Ben moi, je vois la tendance lourde. Ce n'est pas le chaos. C'est des régions qui se constituent. Alors, comment s'organise ce monde-là? Alors, il y a des régions. L'Europe est une région du monde. L'Europe est une région du monde. Voilà. Mais il y en a d'autres. Il y a la CUEM, Accord Canada, États-Unis, Amérique. Et c'est Trump qui l'a créé il y a une dizaine d'années. Et ça marche toujours. Mais il y a en Chine une union de 3 milliards de population, du Japon à l'Australie, la Chine, tous les pays, Thaïlande, Malaisie, Indonésie. Mais elle a la force de la géographie, la Chine. Mais c'est la proximité. Et donc, ce qui marche bien, ce que je vois qui se dessine dans la régionalisation, c'est l'intérêt du capital, l'intérêt des entreprises. Je dis en m'amusant, je suis un marxiste libéral. Marx a été un très bon analyste. Il a fait une très bonne analyse critique du capital. Après, il s'est trompé. Très bien. Mais il a fait une très bonne analyse. Et donc, le capital, les entreprises, elles n'aiment pas l'insécurité. Les droits de douane qui changent, les règlements qui changent, les révolutions qui se font. Et les entreprises n'aiment pas ça. Alors ce qu'elles veulent, c'est la sécurité. Et donc ce qu'on voit, c'est que les chaînes de production qui étaient multiformes, les chaînes de production se contractent. Et ce qui marche bien, c'est un pied au nord, un pied au sud, et on tourne à la même heure. Safran gagne de l'argent, mais il joue au Maroc. Il est un des leaders installés au Maroc. Et ce n'est pas parce qu'il est installé au Maroc qu'il exploite les Marocains. Et ce n'est pas parce que Safran est installé au Maroc qu'il abandonne la France. Pas du tout. En étant au Maroc, il assure la croissance du Maroc, la montée en puissance du Maroc. Et en la France, il assure des revenus considérables. Et après le Maroc, il va descendre au Sénégal un peu plus bas. Oui, mais on a envie de mieux connaître un peu cette approche parce qu'au fond, je vais prendre cette dimension que vous traitez en relation avec l'Afrique, et vous l'avez appelée AM, Afrique, Méditerranée, Europe. Pourquoi cette construction n'a pas fonctionné dans la réalité? Cette construction n'a pas fonctionné parce que l'histoire, avec l'esclavage, 200 ans, la colonisation et la post-colonisation, 1960-2020, on n'a rien fait en Afrique. On a continué France-Afrique, on a continué des banalités, on n'a pas fait de rupture, ce qu'il aurait fallu faire. Attendez, et ces ruptures qu'on n'a pas fait en 60, il faut les faire maintenant. Et donc, nous sommes dans un moment de disruption, et pour l'Afrique, et pour l'Europe. Alors, sur quel domaine, et comment faire en sorte pour que ça aille et ça marche? Non, mais moi, je prends que le domaine de l'économie. Le domaine de l'économie, c'est-à-dire, je vous prends cet exemple. L'Afrique, depuis une bonne dizaine d'années, avec l'Union africaine, la perspective de la zone de libre-échange en Afrique, qui fonctionne très bien. Des progrès spectaculaires sont à attendre, et ça se fait. L'Afrique, avec l'Union africaine, a mis en place 4 énormes programmes. Le programme sur les transports internationaux. Les cartes vous montrent que l'Afrique, on pénétrait en Afrique par les ports. La colonisation et les colons restaient sur les ports. Ils ne rentraient pas. Et ils drainaient les matières premières et ils importaient les produits manufacturiers. Et donc, l'intérieur n'était pas pénétré. Si vous voyez la carte proposée pour 2050, c'est-à-dire dans 20 ans,
c'est une carte avec 4 axes énormes, nord-sud, qui vont de Rabat jusqu'au sud, d'Alger à Lagos et du Caire jusqu'à Johannesburg. C'est très important. Il y a le programme international des transports. Oui. Il faut les aider, coopérer. Ils ont deuxièmement le programme d'industrialisation. Ils veulent transformer sur place leurs matières premières. Ils en ont marre, les Africains, d'exporter du coton brut et de réimporter des tissus beaucoup Mais on chers. voit toute la difficulté de l'Afrique pour s'engager dans l'industrialisation. Et on le voit. Ah, mais on le voit. Oui, d'accord, mais ce que je dis, l'Afrique ne pouvait pas elle veut s'industrialiser depuis 15, 20 ou 30 ans. Oui. Et elle n'y est pas arrivée. Et on me dit, puisqu'elle n'y est pas arrivée, pourquoi tu te bats pour l'industrialisation de l'Afrique avec les économistes leaders en Afrique? Je me bats parce que nous ne sommes plus dans la mondialisation libérale, on est dans la régionalisation. C'est à l'Europe et à l'Afrique de faire ensemble un traité. Je vous donne 2 exemples. Dans la verticale des 3 Amériques, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud, il y a un traité qui s'appelle Accord Canada-États-Unis-Mexique, Canada-États-Unis-Mexique, et qui se prolonge par la suite avec des accords bilatéraux au Sud. Ce traité est très complet, très complexe. Ils ont créé dans le Mexique 100 millions d'habitants. Ils ont créé en 15 ans 3 millions d'emplois. La production de voitures et de camions se fait dans le Mexique. Est-ce qu'on peut transposer ça à l'Afrique et à l'Europe? Attendez. Et ils ont un traité. De l'autre côté, en Chine, depuis 2022, ils ont mis en place un traité économique, le Regional Global Competitiveness Agreement, le RCPE. Mais c'est formidable ce traité, il y a tout, il y a la mobilité, il y a 48 visas économiques. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un visa pour vous promener dans tous les pays de l'ASEAN. C'est énorme, etc., etc. Et quand vous regardez Europe, Méditerranée, ou Afrique, Méditerranée, Europe, il n'y a pas de traité économique. On est au Moyen-Âge. On raconte encore des traités de libre-échange des années 2020. Les Africains disent, c'est pas ça qu'on veut. On veut s'industrialiser chez nous. Je voudrais vous ramener à la réalité. Et surtout, l'Europe et l'Afrique ont renégocié de nouveaux accords. Mais les accords qui sont complètement en deçà de la réalité et des besoins. Mais comment se fait-il qu'on rate les rendez-vous de cette manière? Je suis tout à fait d'accord. La Commission européenne est en train de changer sur la défense, elle est en train de changer sur la planification industrielle. Elle évolue. Elle était, cette commission, très marquée par la pensée anglaise du libre-échange, et elle se dit non, il faut intervenir, il faut planifier, il faut projeter, il faut rechercher. Et donc, les accords de partenariat économique signés entre l'Europe et les pays africains, c'est la vieille époque. Ça ne marche pas. Ça ne marchera pas. Les Africains ne veulent pas ça. Ils veulent un traité économique de redistribution de l'appareil de production. Ce qui a fait le coup de génie entre le Japon, la Corée, la Chine, Malaisie, Philippines, Indonésie, c'est qu'ils ont eu un économiste, Akamatsu, qui leur a dit « le moment est venu, écoutez bien, ce n'est plus les populations du Sud qui émigrent vers le capital du Nord, c'est le capital du Nord qui descend vers le Sud. » Imaginez que les entreprises françaises ne pensent plus à exporter. On exporte des voitures, tout électronique, que même nos garagistes en province n'arrivent pas à réparer. Et vous voulez exporter des voitures électroniques là-bas en Afrique, c'est de la folie. Et donc, il faut changer de paradigme totalement. Ok, mais vous avez dit, c'est un élément clé, mais encore faut-il aujourd'hui
prévoir la formation, l'éducation et surtout s'attaquer à la matière grise qui est la colonne vertébrale pour permettre à l'Afrique d'émerger. Vous l'avez dit dans le livre, ça fourmille de statistiques. Les ressources naturelles sont considérables, mais on est toujours dans une forme de... On est encore au seuil. Voilà, c'est la raison pour laquelle ce livre qui traite du long terme, dans 10, et faire évoluer pour changer. Mais pour changer l'avenir, il faut changer immédiatement, maintenant. Si vous ne mettez pas les bases de la maison, vous n'arriverez jamais à la construire. Mais j'ai envie de vous demander une adresse. C'est-à-dire que vous vous adressez à qui pour changer? Parce que visiblement, tout le monde est conscient de ça. Mais non, c'est pas conscient. Qu'est-ce que vous avez à proposer à part excusez-moi, des lieux communs? Moi, je m'excuse, mais c'est un long travail. Je vous disais qu'ils avaient 4 programmes. Un programme sur les transports, un programme sur l'industrialisation avec les zones économiques spéciales, un programme sur les énergies renouvelables et la sécurité alimentaire. Écoutez-moi. Oui. L'Europe, je le dis dans mon livre, et je vais aller faire des conférences à Bruxelles, le rôle de la Commission européenne, ce n'est pas d'inventer elle-même un programme pour l'Afrique baptisé Global Gateway avec 350 milliards qui ne correspond pas aux besoins des Africains. Ce que l'Europe doit faire, c'est dire aux Africains quels sont vos besoins. Ils vont répondre, on a 4 grands programmes, les transports, l'énergie, la sécurité alimentaire, et donc venez nous aider, coopérer et en tirer vos intérêts. Quels sont vos intérêts? Venir produire en Afrique, créer des entreprises et faire des machines à laver en Afrique, faire des voitures, des 4 chevaux en Afrique, faire des voitures, tout le matériel, tout ce dont le marché intérieur africain a besoin. De quelle manière vous écoutez l'Afrique? Parce qu'au fond, le point de vue africain, il est essentiel. Pardon ? De quelle manière écoutez-vous la voix africaine ou les voix africaines? Parce qu'ils ont une vision du monde et ils demandent un partenariat totalement renouvelé. Eh bien justement, je suis en relation avec une vingtaine d'économistes africains, je les cite dans mon bouquin, et la plupart des bonnes idées, elles ne viennent pas de nous, mais elles viennent d'eux. C'est eux qui apportent des bonnes idées. Cheikh Boudian-Tied et Abderrahman, chez des tas d'économistes maghrébins et africains qui, dans ce livre, disent « mais voilà ce qu'il nous faut pour nous ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une révolution dont personne ne se rend compte de son ampleur. C'est cette révolution du numérique qui va bousculer tout. C'est-à-dire que comment aujourd'hui l'utiliser pour servir les idées de votre livre, qui, encore une fois, c'est une matière pour pouvoir être utilisée pour une accélération de ce projet. Oui, mais je n'ai pas la réponse à l'agriculture, je n'ai pas la réponse en même temps aux énergies, à l'intelligence artificielle, je n'ai pas les réponses à tout, mais il ne fait aucun doute que, quelle que soit la contribution de l'intelligence artificielle à la résolution des problèmes, il faudra toujours avoir des voitures, mais pas les mêmes voitures. Il faudra de l'énergie, il faudra des emplois, il faudra la sécurité alimentaire, il faudra les transports. Donc on ne se trompe pas, et les Africains ne se trompent pas en disant les bases, c'est pour moi les transports, la sécurité alimentaire, l'énergie, et le 4e, c'est l'énergie, et le 4e, sécurité alimentaire, transport, énergie et industrialisation. L'industrialisation de l'Afrique. Et l'industrialisation de l'Afrique, je n'ai pas eu le temps de développer, on en parle depuis 30 ans, 40 ans, mais la concurrence avec la Chine et le libéralisme était tel
que les industries ne pouvaient pas naître en Afrique parce que c'était trop cher et ils n'étaient pas compétents. Et donc, ils n'ont pas pu. Et ils sont restés dans l'économie de rente. L'économie de rente, c'est le poison de l'Afrique. Elle exporte pas cher ses matières premières et elle importe cher les produits. Donc pourquoi ce qui a été impossible pendant la mondialisation libérale, maintenant c'est possible? Parce qu'il y a la régionalisation, parce que les chefs d'entreprise veulent avoir un pied au nord, un pied au sud. Avant, ils voulaient aller en Chine, ils voulaient aller en Amérique. Il y en a toujours que de chefs d'entreprise, mais de plus en plus... Mais tout le monde est dans la globalisation, c'est que c'est un élément qui fait partie de la réalité. Non, on passe de la globalisation à la régionalisation. Oui, mais... Et la régionalisation, c'est la proximité. Avec maladresse, Trump le dit, je veux le Groenland, le Mexique, je veux Cuba. Et on sent très bien, il veut la sécurité. La sécurité parce que le monde, quand la proximité, 1000, 2000, 3000, 4000 kilomètres, c'est la sécurité. La proximité, c'est la sécurité. L'éloignement, c'est l'insécurité. Les chefs d'entreprise ne veulent pas d'insécurité. Et donc, on peut, avec les pays africains, vous savez, j'ai un slogan. Oui. Si l'Europe reste seule, elle vieillit et elle va être marginalisée et elle va sortir de l'histoire. Et si l'Afrique reste seule, elle va continuer à être pillée. Ses matières premières vont être pillées. Qu'il y ait donc une conférence entre les chefs d'État africains, les chefs d'État européens pour dire, en 10 ans, l'économie de rente, on va la tuer. Et on va collectivement produire en Afrique les biens dont ils ont besoin au quotidien. Des voitures, des vélos, des pédalos, des radios, des télévisions, tout ce qu'ils ont besoin. On ne les produira plus en Europe avec des ouvriers africains qu'on va faire monter. On va descendre le capital, on va produire en bas et on va coproduire. Partager la valeur ajoutée, partager les transferts de technologie. Vous avez eu, en tant que président de l'EPMED notamment, de rencontrer plein de dirigeants, de décideurs. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que vous avez une foi inébranlable pour cette construction, mais qui n'arrive toujours pas. Mais si. C'est-à-dire, vous l'avez où? Mais c'est la maturité. Attendez, alors, je vous pose la question. Quand en 1945, Schuman a sorti son concept, son concept. Oui. Et la communauté européenne est née en 1956, 10 ans après. Alors imaginez quelqu'un qui, un Hichem Ben Aïch qui interroge Robert Schuman, non pas en 1945, mais en 1946, et lui disent alors, votre Europe, on voit rien. Il dirait, mais vous ne voyez rien parce que vous êtes aveugle. Moi, je peux vous dire, il vous aurait répondu, que je fais le tour des chefs d'État européens, je fais le tour des élites, je fais le tour des universités, et que cette idée d'une Europe fédérale est en train de naître. Il faut que les idées changent. Moi, je peux vous dire, je prends le Maroc. Pourquoi le Maroc? J'ai 3 pays à prendre. Vous allez faire des jaloux, là, hein? Non. Je suis à la fois très prudent et objectif. Dans mon livre, il y a 2 pages d'excellence sur le Maroc, mais j'ai 3 pages d'excellence sur l'Algérie. L'Algérie, c'est au futur. Je dis l'Algérie sera un grand pays au futur. Mais il y a 3 pays. C'est le Mexique, qui est au sud de l'Amérique et du Canada. Le Mexique, 100 millions d'habitants et au-dessus 450. Le Mexique est en train d'avoir des taux de croissance de 6% et 3 millions d'emplois. Au sud de l'Europe, il y a l'Afrique du Nord. Et celui qui va le plus vite, c'est le Maroc. Mais demain, ça sera l'Algérie. Et c'est ces 100 millions de Maghrébins qui vont recevoir
grande partie la production, la coproduction industrielle. On n'a pas d'énergie. Oui. Et comment on va faire pour s'industrialiser? Et c'est de l'autre côté le Laos et le Vietnam, au sud de la Chine, qui sont... La Chine n'a plus de population. Elle est en train de robotiser, mais elle n'a plus de population. Oui. L'enfant unique est en train de condamner son économie. Donc, ils sont en train de faire le maximum, mais néanmoins, il va y avoir des redistributions de l'appareil de production. Mon rôle est aussi d'être un empêcheur de parler en rond, et simplement pour vous pousser à nous dire des choses fortes. Et l'autre point, pour conclure rapidement en 1 minute et demie, c'est vous avez la boîte à idées et la boîte à outils. Quels sont les éléments essentiels pour pouvoir aller dans l'accélération? Bravo. Je vous remercie de cette question. Elle est très pertinente. J'ai observé, et je le dis dans le livre, mais comment la Chine est arrivée à fédérer 15 pays autour d'elle, du Japon jusqu'à l'Australie, qui est dans cette fédération. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui fait que l'Amérique, malgré Trump, malgré les affronts, malgré le fait qu'il va capturer les chefs d'État en avion la nuit, etc., qu'est-ce qui fait que ça tient, cette relation Amérique du Nord, et ils ont les uns et les autres mis en place 4 outils, et nous, en Europe, on n'en a aucun. Le premier outil mis en place par les 3 Amériques et par l'ensemble des pays asiatiques, c'est une fondation aux mains des chefs d'entreprise, des réseaux de laboratoires qui travaillent sur l'intégration, qu'est-ce qu'on fait avec les droits de douane, qu'est-ce qu'on fait avec la mobilité, qu'est-ce qu'on fait avec les visas, qu'est-ce qu'on fait avec les normes, la sécurité. Ils préparent tout ça, ils ne font pas que du traité de libre-échange, non. Une fondation. La deuxième chose, une institution financière entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. Il y a la Banque interaméricaine de développement et entre les pays asiatiques. C'est-à-dire il y a une institution financière qui assure la mobilité des capitaux et la sécurité des investissements. En Europe, il y a la BEI qui est 100% européenne et il y a la Banque africaine de développement qui est purement africaine. Mais il n'y a pas une institution. Et puis la troisième chose, il y a un traité économique. Je me permets de dire aux personnes qui nous écoutent, mais lisez le traité ACEUM, le traité, l'accord Canada, États-Unis, Mexique, c'est génial. Et lisez le traité RCPE entre tous les pays. Nous avons un traité de libre-échange, mais les Africains disent c'est pas ça qui nous intéresse. Et puis la quatrième chose, c'est ce qu'ils font. Pour conclure, ils ont créé une instance politique de rencontre souple et légère. Les chefs d'État se rencontrent américains à l'Organisation des États américains. Ils se rencontrent tous ensemble, sans Sherpa, en short ou en blue jean pendant 36 heures et ils se disent la vérité. Et aucun chef d'État ne loupe une réunion de l'Organisation des États. Nous, on fait des grands forums, Europe-Afrique, où on délivre des discours souvent incompréhensibles et sans intérêt depuis 20 ans. Là, et pareil, la Chine a mis en place une institution très souple et les chefs d'État se rencontrent. Donc, il y a 4 outils que l'Europe peut mettre en place tout de suite. Jean-Louis Guigou, je recommande, c'est un véritable plaidoyer. Votre livre Le Monde en 3 verticales. Montre-le. Aux éditions Cartala, c'est fait. Et aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir renvoyer nos téléspectateurs à votre livre. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour vos questions. Au revoir. Merci.